à vous tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de ce 18h de MJC TV. La toute dernière émission de la saison 2014-2015. À ce jour, ce sont environ 80 réalisations de télévision en direct qui ont été produites par l'équipe de MJC Vidéo TV. Avec 3 voire 4 reportages pour chaque magazine. Ce sont environ 250 rubriques qui ont été présentées sur notre plateau de MJC TV. Et pour cette dernière, toute l'équipe de techniciens est présente, tant sur le plateau qu'en régie, pour vous présenter cette émission pleine de belles images. Au programme de cette émission, un retour sur le 8 mars 1943, où le pilote du bombardier B-17 Otto Budenbaum fut abattu. La famille du pilote a fait le déplacement jusqu'au lieu du crash, le 5 et 6 juin à Plémy et Ploughenat. Nous avons, lors de l'émission du 28 février dernier, évoqué le grand projet de Loïc Baron et son fils Maxime, pour un tour de France en VTT. Ils ont terminé leur grand périple et sont arrivés samedi dernier. Mais pour commencer, un retour sur la 23e édition de l'Emballe à tout cœur, pleine d'innovations. Cette année, plus de 650 cyclotouristes ont pris le départ des différentes courses sur un lieu différent des autres années. Je vous laisse découvrir cette journée avec des images de toute une équipe de MJC Vidéo et un montage de Michel Roux. C'est le samedi 13 juin 2015 que la 23e édition de la cyclo à tout cœur de l'Emballe s'était lancée et est arrivée cette année et pour les années à venir sur un site différent de l'habituel champ de foire. Après l'édition 2014, qui avait vu l'abandon des cyclosportives, notons 2 innovations cette année. Tout d'abord, l'installation du village sur le site du stade Saint-Martin. Oui, c'est la nouveauté qu'avait choisi d'organiser le président et puis son équipe, dans le sens où sur la place du champ de foire, en fait, on prenait beaucoup de place pendant beaucoup de temps, alors que l'animation était finalement assez courte, à part le départ le matin pendant un petit bout de temps jusqu'à 9h. Après, il n'y avait plus personne jusqu'à 13h et on embolisait, on bloquait tout le parking. Donc, il y avait quelques critiques autour de ça. Et puis, on a trouvé cet endroit qui est pas mal parce que c'est sécurisé pour le départ. Il y a beaucoup de places de parking, forcément, derrière. Il y a de la place aussi pour les installations. Il y a les bâtiments qui permettent d'organiser le PC opérationnel, les toilettes, les douches. Donc, on est plutôt pas mal organisé de ce point de vue-là. Une installation qui a été rendue un peu difficile dès le vendredi matin et qui a posé quelques questions quant à la météo. Il fera meilleur demain. Dans l'après-midi déjà ça va changer, donc demain il fera vraiment bon. Et puis voilà, donc tout le monde est de bonne humeur. L'essentiel c'est d'avoir le soleil dans le cœur, c'est tout. Tout le monde est au travail, tout le monde travaille, tu vois, donc même le président travaille. Par contre d'habitude le président ne se mouille pas beaucoup, mais là aujourd'hui il se mouille. Météo qui pouvait avoir une incidence sur les inscriptions. Peut-être aujourd'hui, en tous les cas, c'était très calme par rapport à l'année dernière. Mais peut-être que demain matin, ça sera la foule. On aimerait bien, mais il faudra du monde demain matin. Il faudrait au moins qu'il y ait 300 inscriptions demain matin. La deuxième innovation était l'organisation d'un circuit de 15 km réservé plus particulièrement aux familles. Nous y avons vu une importante participation de l'APF, équipé depuis peu d'un matériel tout nouveau. Donc on va être aujourd'hui avec des vélos pousseurs. Ce sont des fauteuils avec un vélo derrière qui ne font qu'un. Et c'est comme un tandem, sauf qu'il n'y en a qu'un qui pousse et qui pédale. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit aujourd'hui, c'est de faire partager ce nouvel équipement, le faire découvrir. Le sourire était revenu sur les visages des organisateurs dès le samedi matin, avec le soleil radieux qui inondait l'ensemble du stade Saint-Martin. Oh, l'impression est bonne là. Il fait beau, il fait un temps magnifique. Hein, après avoir été mouillé hier. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui on transpire. De nombreuses inscriptions se confirmaient à la maison du vélo. Moi je m'inscris, c'est pour la passion du vélo. Je suis un passionné de vélo. Je suis à l'entente cyclotouriste l'Embalaise. Marcel Leroux, le spécialiste et le speaker agréé des reportages cyclo, avait repris du service. On est content, le soleil est là, et puis bien voilà, tu as choisi le grand circuit aujourd'hui. Oui, comme d'habitude.
On est toujours bien reçus ici, alors c'est normal. Voilà, c'est pour la réception que tu viens ou pour le parcours? Pour le parcours. Pour les deux. Pour les deux, hein. pour les deux, tant qu'à faire. Voilà, Ouais. donc cette année, motivé, sous le soleil, on va faire une belle balade. Tu connais bien le circuit? Oui, je connais bien, mais il y a meilleur que moi. Voilà. Et c'est pas une Rémi course. Guillemot. Et c'est pas une course. Ah, c'est pas une course, c'est vrai. Oui. C'est la première fois que vous venez à Lamballe? Ah non, c'est pas la première fois que je viens à Lamballe. Vous participez? On vient tous les ans. Ouais, tous les ans? Oui. Vous en avez Mais fait combien? c'est surtout mon mari qui fait. Hein. Ah d'accord, et vous le suivez? Moi je suis, oui. Bon, bah c'est déjà bien quand Je on fais vous un petit suit. parcours, c'est déjà bien. 50 km. Oh, 50, oui. Bon, ça va? Tous les ans aussi, je crois, on se voit. Oui, tous les ans on se voit. Mais j'ai remis le vélo l'an dernier. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas monté sur un vélo. Bon, bah c'est bien. Oui. Les sensations sont revenues? Doucement, doucement. Mais bon, j'ai plus 20 ans, quoi. Eh ben non, pas plus 20 ans. Le parcours, là. Le 82, là. 82. Oui. Bon, bah écoute, bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Tous les cyclos avaient pris place sur la nouvelle ligne de départ et l'envoi pouvait être fait. Attention, 3, 2, 1, départ! Voilà, c'est parti avec donc les 83, vous arrêtez, hein, les 80 km on s'arrête. Voilà. Le 83 s'arrête. Ah oui, avec le casque et les lunettes de soleil, évidemment, c'est un petit peu dur de les reconnaître. Certains on les reconnaît à l'allure ou au maillot, mais les autres. Le peloton pour un circuit de 83 km. 82, exactement. 3, 2, 1, parti! Maintenant, on va aller au café avec Arsène. Allez, encore. Voilà, il y a encore un peloton, le 53 km. Ouais, on n'est pas obligé de les parquer comme ça, hein. Je sais bien qu'on n'est pas très loin de la Copère, mais quand même. Hein. Si les caméras de MJC TV étaient au départ, elles étaient également présentes tout au long des différents circuits pour vous montrer de belles images des cyclos bien sûr, mais aussi des différents paysages traversés par la cyclo Lamballe à tout cœur. Présent également sur ces circuits, le photographe Patrick Chailleux de Photopro 36 et qui proposait au public sur le village, dès la fin de la matinée, une importante quantité d'images. Il ne faudrait surtout pas oublier les agriculteurs qui ne ménageaient pas leur peine en préparant les repas pour les cyclos et les bénévoles, et ce depuis des années maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont les agriculteurs qui offrent le repas, hein, on est bien clair, bien sûr, ouais. à savoir que nos coopératives nous donnent des matières premières, la Copère nous donne des côtes, Kermenay, Landerneau, les patates c'est le Ouessant, Les yaourts de Sarriol. Pardon, Les yaourts de Sarriol, qu'est-ce qu'il y a, j'ai oublié sûrement, le beurre et le fromage, c'est d'une part Copagri, ou maintenant c'est Triscalia et le groupe Evin. Alors c'est ça, la démonstration c'est tout. Une fête sans musique ne serait pas une fête. C'est la fanfare Saint-Yves de Plémy qui assurait cette prestation musicale, accompagnant ainsi les arrivées des différents cyclistes, toujours commentées par Marcel. C'est les 53? 82. Ah, déjà les 82. Oui. Combien de kilomètres? On a fait 53. Bon, vous êtes content? Ah oui, oui. Est-ce que le paysage est joli? Oui, oui, moi je connaissais déjà. Et tu retournes à Plessin-les-Grèves en vélo ou en voiture? Non, voiture. Voiture. Voilà, merci Corinne. Merci. Donc, comment tu as trouvé le circuit? Tu as fait 50 km, c'est ça? Non, les 80. Ah, les 80? Tu prépares les championnats du monde ou quoi, non? Non, non. Le vélo aussi, j'ai 80 ans, hein. Ah, 80 ans? Ouais, Bah, on a fait 50 ans. bah, c'est bien. Ouais. Donc, combien de sorties par semaine? 3 sorties. 3 sorties. Ah ouais, Donc, ça fait 150 km par semaine. L'année dernière, je faisais 200 par semaine. Cette nouvelle édition se veut une journée cycliste, conviviale et familiale, ouverte à toutes et à tous, sans oublier qu'elle est organisée au profit de l'APF et de Leucémie Espoir. Le 8 mars 1943,
67 bombardiers partirent en mission avec pour objectif la gare de triage de Rennes. Mais au-dessus de Plouguenat, le B-17 du lieutenant Otto Budenbaum fut abattu par 3 obus tirés par un chasseur allemand. Les maires de Plémy et de Plouguenat ont reçu le 6 et 7 juin 2015 la famille américaine du pilote Otto. Un hommage solennel a été rendu à l'aviateur en présence de sa famille sur le lieu du crash. Eliane Claire Poulmar et Jimmy Tual sont sur notre plateau pour nous parler de cet événement. Mais auparavant, un reportage d'Émile Chaperon. C'est le 5 juin 2015 que nous avons reçu en gare de Lamballe la famille américaine du lieutenant Otto Budenbaum. Ils sont accueillis par les maires de Plémy et de Plouguenat, par Madame Poulmar et d'autres personnalités. La cérémonie du 6 juin 2015 organisée en présence de la famille américaine en hommage à ce pilote du B-17 qui a fait preuve de sang-froid en évitant le village de Plouguenat où l'avion allait s'écraser. Yes. Yeah. In difficult. Right. Okay, you've arrived. Right. Yes. Yeah. Beautiful. Yes. This is sun. Weather. Okay. Yeah. Aussi beau qu'en Californie. It's the same weather in California. Very simple. So. Yeah. On a vérifié la météo ce matin. Okay. Okay. Welcome in Brittany for the memory of your uncle. Yes, Otto. And my sister and her partner will be here tomorrow. Tomorrow, yes, I understand. Aujourd'hui, 6 juin, date anniversaire du débarquement et du Mont-Guy et la commémoration d'un événement tragique de notre histoire locale. Nous rendons hommage au lieutenant Otto Budenbaum, pilote américain, originaire d'Atwater, en Californie, tombé à Plémy au lieu dit à Valleux, le 8 mars 1943 à l'âge de 25 ans. Alors bien. On va photographier ces trucs blancs, t'as un bouton blanc, c'est pas ça. Oh non, compte bien. Nice white socks and everything. Is that good timing? Yeah, it was very difficult for our father because he wasn't able to serve, and
Neither was married. No. Our father wasn't married either. 25, They were so young. 26. Yeah. Yeah. Trop jeune, very young. Yes. Il est tombé, mais s'il n'allait pas tomber, il allait descendu. Tant dans le monde comme il y avait là, il y avait un champ de tir. Là. Il était condamné d'avance. Vous avez des cages et tout ça. Le crash du bombardier B-17 le 8 mars 1943 ne fut pas sans conséquence pour les habitants des villes de Saint-Glac, Trébris, Pinguilly et Lamballe. Ce jour-là, l'aviateur Sylvestre Hoffman saute en parachute et atterrit au bois Aubé à Trébris. Une chaîne de solidarité s'improvise pour lui venir en aide et parvint à l'évacuer début avril 1943 vers un réseau d'évasion rennais, le réseau CARE. Malheureusement, 10 personnes, 5 femmes et 5 hommes sont arrêtés par les nazis suite à des dénonciations courant avril-mai 1943. Ces 10 patriotes ont été reconnus comme déportés politiques, car secourir un aviateur est un acte de résistance et d'opposition à la domination nazie. Cette année, l'année 2015, est une année très importante puisque nous commémorons les 70 ans de la libération des camps nazis. Pensons à eux, les déportés morts dans les camps, les déportés décédés peu après leur libération ou leur retour et les déportés rescapés. Pensons à leurs familles et honorons leur mémoire. Mais ayons une pensée toute particulière pour 2 familles qui n'ont pas été dénoncées. La famille Corbel, qui secourut Sylvester Hortman, et la famille Fraboulet, qui, elle, a caché Ernest Morianty et l'a aidé à regagner l'Angleterre par la plage de Sibéril à Carantec dans le Finistère. Malheureusement, 10 personnes, 5 femmes et 5 hommes sont arrêtés par les nazis suite à des dénonciations courant avril-mai 1943. Ces 10 patriotes ont été reconnus comme déportés politiques, car secourir un aviateur est un acte de résistance et d'opposition à la domination nazie. Votre présence marque la reconnaissance de la commune de Plougna et de ses habitants envers vous, mesdames, messieurs. Vous avez fait ce déplacement spécialement des États-Unis pour cette cérémonie d'hommage en l'honneur de votre oncle, le lieutenant Otto Budenbaum. C'est un honneur pour nous de voir flotter ce matin le drapeau américain sur cette place en présence de représentants de ce pays ami. Les autres membres de l'équipage furent faits prisonniers ou récupérés, puis cachés par des habitants du secteur. Plougna, bien sûr, mais aussi Trébris, Trédaniel, Bréant, Moncontour, et ceux au péril de leur vie. Elle met en avant des liens familiaux forts et la volonté pour vous de mieux connaître le passé de cet oncle dont vos parents ont dû maintes fois évoquer le souvenir. Pour nous tous aujourd'hui, le courage de nos alliés, le courage de ces aviateurs a désormais un visage en la personne du lieutenant Otto Budenbaum. Et ce visage rejoint ceux des martyrs de Plougna, retrouvés dans la forêt de l'Orge, martyrisés et tués en raison de leur engagement à entretenir la flamme de la résistance. Monsieur et Madame John Budenbaum, Monsieur David Budenbaum, Madame Kate Budenbaum et Madame Donna Corbeil, soyez les bienvenus en France, soyez les bienvenus en Bretagne, soyez les bienvenus à Plougna. Et je propose que l'on vous applaudisse. Vous pouvez être fiers de votre oncle et de votre pays, et cette fierté doit être partagée avec celles et ceux qui ont œuvré pour sauver les autres soldats américains parachutés sur notre secteur de Plémy et Plougna. Le lieutenant Otto Budenbaum fut la seule victime de ce crash. Chers amis américains qui êtes venus ici, loin de chez vous, honorer la mémoire d'un jeune héros de 25 ans qui
en 1943, fit preuve, au terme d'une mission qu'il ne parvenait pas à accomplir, fit preuve d'un courage, d'un sang-froid, d'une détermination, d'un professionnalisme tout à fait impressionnant. Il fit tout pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales dans ce secteur de Plémy et de Plougna. Notre gratitude toute particulière à l'égard de nos amis américains. Saluer tous, et en particulier les aviateurs, qui jouaient un rôle déterminant. Winston Churchill dit que jamais dans l'histoire du monde, la dette du plus grand nombre était considérable à l'égard d'un petit nombre d'aviateurs. C'est en cette belle journée du 6 juin 2015 que les habitants de Plémy, de Plougona et des environs ont rendu un hommage solennel au pilote et à sa famille venus spécialement de Californie. Eliane, Claire Poulmar et Jimmy Tual sur notre plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Eliane Claire Poulmar-Lefebvre, déléguée départementale de la Fondation pour la mémoire de la déportation, dont le siège social est aux Invalides à Paris. Je ne suis pas présidente de l'APSA, c'est une petite erreur. Le vice-président de l'APSA, c'est Jean-Michel Martin. Bonjour, moi je m'appelle Jimmy Tual, je suis professeur d'histoire-géographie au collège de Merdrignac, au collège Père-Jacques-Elias. Et donc je suis également un délégué départemental de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et je réalise des recherches sur tout ce qui est Seconde Guerre mondiale sur les Côtes d'Armor. Alors, quelles sont les circonstances du crash du 8 mai 1943 ? Alors le 8 mars 1943, il y a en fait un bombardement qui est décidé par les Alliés sur les installations ferroviaires de Rennes. Donc du coup, on a des bombardiers qui vont décoller de Grande-Bretagne et qui doivent aller bombarder justement les installations à Rennes. Alors il y a un de ces bombardiers qui va avoir un souci technique au cours de route, alors qu'il survole les côtes du Nord à l'époque, les Côtes d'Armor aujourd'hui. Donc il doit décrocher de la formation. Donc il est beaucoup plus fragile et c'est là qu'il va être pris pour cible par des chasseurs allemands. Donc il est touché et l'appareil commence à prendre feu, il y a des problèmes techniques. Donc du coup les deux pilotes vont décider qu'il faut évacuer l'appareil. Donc il y a 10 aviateurs à bord et on en a, ces aviateurs vont tous se parachuter entre Trébris, Singlin, Bréant. Et du coup finalement il ne va rester plus que les deux pilotes. Le copilote Peter Edris et le pilote Otto Budenbaum. Leur souci, c'est juste que l'avion est plein de bombes, puisqu'ils devaient aller bombarder la gare de Rennes, ou les installations autour de Rennes. Donc ils doivent larguer les bombes. C'est leur objectif. Donc ils vont repérer un endroit du côté de Plougna, au Carouge, pour là où il y a le moins d'habitants possible. Donc ils passent, ils larguent leurs bombes. Alors les habitants, il y a quand même quelques fermes autour, vont être assez impressionnés. Et l'avion fait ensuite le tour pour revenir, si possible, s'écraser au même endroit. Donc pendant cette manœuvre, le copilote Peter Edris va sauter en parachute. Et il ne reste plus que le pilote Otto Budenbaum aux manettes, qui se dirige vers le Carouge et qui reste jusqu'au dernier moment aux manettes pour être sûr que ça ne touche pas des zones habitées. Et il saute, mais le problème c'est qu'il saute beaucoup trop tard. Donc il va s'écraser au sol à Avaloc. En fait, c'est sur la commune de Plémy. Et que sont devenus les 9 autres aviateurs? Alors pour les 9 autres, il y a toute une histoire. On pourrait tout détailler, mais ce serait sans doute trop long. Il y a deux, trois cas qui sont intéressants. On a le sergent Ernest Moriarty. Lui, il va atterrir à la ville et Renault à Trébris. Bon, pour l'anecdote, en fait, lorsqu'il a ouvert son parachute, le choc a été tellement violent qu'il a perdu ses bottes. Donc ça, c'était la petite anecdote que les gens aiment bien raconter du côté de Trébris. Et donc, il va être recueilli par des habitants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque aviateur, lorsque les habitants peuvent, il y a une chaîne de solidarité qui se met en place, mais c'est beaucoup d'improvisation. Donc Moriarty, lui, il va être aidé notamment par la famille Fraboulet à La Touche, qui va l'héberger pendant 2 jours. Et ensuite, il va continuer sa route par Collinet, il va être hébergé par la famille Lucas à Maupas. Et finalement, il continue à pied jusqu'à Morieux,
où il va enfin trouver contact avec des résistants. Donc c'est le seul Moriarty qui va réussir à finalement retourner en Grande-Bretagne, à être évacué. Sinon on a le copilote Peter Idris aussi, qui lui va aussi être secouru par des habitants sur Plugna, qui va être évacué jusque Paris. Malheureusement, le docteur Kouakou, qui l'héberge à Paris, va être dénoncé et donc l'aviateur va être repris. Donc sur les 9 aviateurs qui restent, finalement le seul qui va s'évader c'est Ernest Moriarty. Et sinon il y a aussi un autre aviateur qui nous intéresse en particulier, c'est le sergent Sylvester Horseman, qui lui atterrit au bois Aubé à Trébris. Donc sur les 9, il n'y en a qu'un seul qui va retourner dans son pays en fait. Oui, enfin, qui va pouvoir reprendre des missions dans l'armée américaine. Que s'est-il passé avec l'aviateur Sylvester Horseman? Sylvester Horseman atterrit au bois Aubé à Trébris. La famille Corbel et les voisins l'aident. Il part ensuite se cacher dans le bois Aubé. Henri Clément de Singlin a vu l'aviateur en difficulté et des hommes sauter en parachute. Il est parti immédiatement à vélo à la recherche d'aviateurs pour les aider. Il trouve ainsi Sylvester Horseman dans les bois. Malgré la barrière de la langue, il lui annonce qu'il reviendra le chercher le soir. Il revient en effet à vélo avec son épouse Annie Gloro. Ils apportent des vêtements de rechange. Pierre Corbel et son épouse Élise Bourdet acceptent que l'aviateur se change chez eux et lui prête un vélo. L'aviateur repart avec les Clément. Il est cependant fatigué et blessé à l'épaule par un morceau de métal. Marie-Ange Massé de la ville au Lard à Trébris accepte de l'héberger pour une nuit. Il le ramène à Henri Clément tôt le lendemain matin, mais ce dernier ne peut l'héberger chez ses parents qui tiennent un café-boucherie pour des questions de discrétion. La voisine Anne-Marie Lanoé, veuve Eugène Milon, accepte de le cacher chez elle. Il est soigné pendant plusieurs jours alors qu'Henri Clément cherche un contact avec la résistance lambalaise dirigée par le capitaine Gilles René Billot. De leur côté, Henri Le Texier et son épouse Élise Ruxel, aidés par leur employé Eugène Henry, viennent chercher l'aviateur et le mènent chez les Jean Lebel de Pinguilly et son épouse Suzanne Cusson, au château de Pinguilly. Cette dernière se rend à Rennes et trouve un contact avec des résistants par le biais d'un ami, Henri Delangle, mort en déportation, qui les met en relation avec les Guyons du réseau Caire. L'aviateur est alors hébergé par Marie Bertin, épouse Eugène Rouxel, à l'hôtel Ruxel-Bersin situé à la gare de Lamballe. Le jour convenu, Madame Lebel de Pinguilly accompagne Sylvester Horseman dans le train pour Rennes. Elle l'amène au magasin des Guyons, situé rue Motte-Fabet, à Rennes. Henri Camille, dit Camille, déporté rescapé. Son épouse Jeanne Delot, morte en déportation, et leur fils déporté rescapé. Qu'est-ce que le réseau Caire? Le réseau Caire, en fait, c'est un réseau de renseignement qui va être monté sur l'Ille-et-Vilaine, en fait. Il était lié à un autre réseau qui s'appelle le réseau Johnny. Le réseau Johnny qui a été complètement démantelé en juillet 1942 par des opérations de police, de représailles nazies. Et donc le réseau Caire, c'est une quarantaine de personnes qui continuent l'action, tant bien que mal, même s'il y a eu beaucoup d'arrestations, ils continuent leur mission de renseignement, de collecte d'informations. Pourquoi des habitants ont-ils été arrêtés et déportés? Alors justement, le problème va venir de cette affaire avec le réseau Caire. En fait, Horseman a bien été amené à Rennes. Il est caché chez les Guillons. Et les Guillons essaient de trouver un moyen de l'évacuer. L'objectif, c'est toujours ça, évacuer les aviateurs pour qu'ils reprennent le combat et qu'ils continuent la lutte. Donc les Guillons vont prendre contact avec un agent des services secrets britanniques qui est à Rennes, Augustine Landais. Ils vont l'amener chez cette dame-là. Mais manque de chance, justement, le réseau Caire est victime d'une délation à ce moment-là. Et donc la Gestapo va tendre des souricières, c'est-à-dire qu'ils ont des adresses, ils ont des noms, donc ils attendent, ils se mettent en planque. Et donc ils vont justement tendre une souricière avec un agent qui va en mission et qui les mène directement chez cet agent des services britanniques. Et qui se trouve chez cette dame, notre aviateur, Sylvester Horseman. Donc il est repris à Rennes et en même temps il y a plein de gens qui vont être arrêtés sur Rennes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et du coup dans les interrogatoires, la Gestapo fait parler les gens, sous la torture on parle. Et donc dans les interrogatoires il y a des gens qui vont parler et qui vont parler
cet aviateur vient des Côtes-d'Armor, vient de Pinguilly, voilà. Et donc on va avoir petit à petit tous les gens qu'on a évoqués sur Lamballe, Trébris, Singlin qui vont être arrêtés. La première dame à être arrêtée sur les Côtes-d'Armor, c'est Madame Suzanne Lebel de Pinguilly. C'est la première, elle est arrêtée le 11 avril 1943. 2 jours plus tard, la Gestapo arrive, elle va arrêter Henri Clément, Henri Le Texier à Singlin, Marie-Ange Massé à Trébris, Jean Lebel de Pinguilly à Pinguilly. Le 10 mai, ensuite, la Gestapo revient, elle va arrêter Madame Clément, Annick Clément, Élise Le Texier aussi, et Madame Rouxel Bertin aussi. La Gestapo va revenir encore le 12 mai pour arrêter Eugène Henry, qui était un commis chez les Le Texier à Singlin. Et encore le 19 mai, on va arrêter Madame Millon à Singlin, cette dame qui a hébergé l'aviateur et qui l'avait soigné. Donc ils ont tous emmené à la prison Jacques Cartier, à Rennes, interrogés par la Gestapo. Et on va les classer, ce qu'on appelle nuit et brouillard, Nacht und Nebel, c'est-à-dire c'est l'administratif, mais c'est une façon de dire que ces personnes sont dangereuses pour le Reich allemand, pour les autorités nazies, donc il faudra les emmener en Allemagne et s'en débarrasser. C'est tout le sens de la procédure. Donc ils étaient à Jacques Cartier et ensuite ils vont finir à la prison de Fresnes en attente de déportation en Allemagne. Quel a été le parcours des femmes dans les camps ? Les femmes sont déportées par le convoi du 5 juillet 1943, parti de la gare de l'Est à Paris. Elles arrivent à la gare d'Aix-la-Chapelle et sont conduites à la prison. Elles passent ensuite à la prison de Cologne avant d'être internées au camp de Fusbach où elles apprennent le débarquement en Normandie. Au moment de partir pour Breslau, Annick aperçoit son mari qui est emmené dans un wagon. Elle demande à son gardien SS si elle peut parler à son époux. Le gardien lui répond « si vous êtes sage ». Lors d'un arrêt pendant le trajet, le soldat allemand lui ramène brièvement son mari. Il est très amaigri. Annick annonce ensuite à ses amis « je ne reverrai pas Henri ». Elle a compris qu'il ne tiendrait plus très longtemps. Elles sont emprisonnées à Breslau, puis envoyées le 13 octobre 1944 au camp de concentration pour femmes à Ravensbrück, en Allemagne, où Anne-Marie Lanoé, veuve Milon, décède le 8 décembre 1944. Du 2 au 8 mars 1945, les survivants sont transportés au camp de concentration de Mauthausen, Autriche. La Croix-Rouge suédoise se présente au camp. Elle obtient la libération des déportées françaises. 3 convois de camions sont formés. Annick Glorot, épouse Clément, part dans le dernier convoi le 22 avril 1945. Elles apprendront qu'elle devait être assassinée le 25 avril 1945 dans la chambre à gaz à Mauthausen. Elles sont envoyées à la gare d'Annemasse, sont logées à Annecy, puis un train les mène à Lyon. De Lyon à Paris, le trajet se passe en autobus. Les anciennes déportées arrivent alors à l'hôtel Lutetia. Annick Glorot, épouse Clément, et Marie Bertin, épouse Ruxel, rentrent par le train et arrivent à Lamballe le 1er mai 1945. Élise Ruxel, épouse Le Texier et Suzanne Cusson, épouse Lebel de Pinguilly, arrive le 3 mai 1945. Quel a été le parcours des hommes dans les camps ? Pour les hommes, ils se trouvaient, du coup, on l'a dit tout à l'heure, à la prison de Fresnes. Ils sont tous partis par le même convoi qui est parti le 22 juillet 1943 de la gare de l'Est à Paris. Direction un camp spécial, un camp géré par la Gestapo à Inzert. Et ensuite, ils vont passer le 15 octobre 1943 à la prison de Wittlich, donc toujours un parcours. Ils ont démarré leur parcours de déportation. Et là, ils vont être séparés, c'est-à-dire que Eugène Henry, le commis de la famille Le Texier, il va être transféré dans un camp à côté de Berlin, le camp de Sachsenhausen. Alors là, on ne sait pas grand-chose sur lui, on sait juste qu'il y est décédé en 1943, sans précision. Henri Clément, lui aussi, il va être séparé, il va être envoyé à la prison de Breslau, et finalement, on le retrouvera dans un camp en Pologne, à Gross-Rosen, où il va décéder aussi d'épuisement le 18 novembre 1944. Alors les autres, il nous reste Henri Le Texier, Marie-Ange Massé et Jean Lebel de Pinguilly vont rester ensemble. Et ils vont être envoyés le 7 septembre 1944 dans un camp de sécurité, le camp de Rollwald, où ils vont être libérés. Ils vont survivre, ils sont libérés par les Alliés le 26 mars 1945. Alors malheureusement pour lui, Jean Lebel de Pinguilly est gravement malade. Et donc il va décéder plusieurs mois plus tard, des suites de sa déportation à Pinguilly, le 26 octobre 1946. Qu'est devenu l'aviateur Sylvester Haussmann ? Il est arrêté à Rennes puis emprisonné. Il finit la guerre au Stalag 17B.
près de Krems, en Autriche, où se trouvent de nombreux autres aviateurs alliés. Y a-t-il eu des contacts après la guerre entre les familles et les aviateurs? Alors, de ce qu'on sait en tout cas, on sait pour Sylvester Horstman et pour Ernest Moriarty. Sylvester Horstman a écrit des courriers, en tout cas à Madame Prigent, hein, Madame Clément, veuve Clément est remariée avec Monsieur Prigent. Et donc il a écrit des courriers, mais lorsqu'il a appris un peu l'ampleur des drames qui s'étaient passés, il n'a pas eu le courage en fait, de venir rendre visite parce qu'il se sentait responsable de tout ce qui s'était passé sur Singlin et Trébris, les déportations. Pour Moriarty, pour Ernest Moriarty, lui il est revenu à Trébris, il est revenu à Singlin pour voir notamment au départ la famille Fraboulet. Il est revenu la première fois en 1982 et puis il est revenu plusieurs fois. Il a laissé le souvenir d'un bon vivant. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Nous avons, lors de l'émission du 28 février dernier, évoqué le grand projet de Loïc Baron avec son fils Maxime pour un tour de France en VTT. Rappelons que Maxime est en situation de handicap. En famille et sur plusieurs mois, Maxime et Loïc ont pédalé à travers les différentes régions de la France. Ils ont terminé leur grand périple et sont arrivés samedi dernier à leur point de départ, Trélivan, où un accueil chaleureux leur a été réservé. Un reportage de Jean-Pierre Moy, présent au départ et à l'arrivée des cyclistes. Au matin du 1er avril dernier, Loïc Baron et son fils Maxime attendent avec impatience le départ de leur Tour de France à vélo. Un périple de 3600 km en 57 étapes sur les voies vertes et chemins de halage. Un projet un peu fou, imaginé par Loïc pour faire connaître et partager la différence de Maxime. C'est au domicile de la famille Baron à Trélivan qu'a lieu ce départ. De nombreux amis, parents, sympathisants sont venus les encourager. Parmi eux, Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, venu lui aussi apporter son soutien à Maxime. C'est un long périple, c'est super d'avoir une idée comme ça. Et j'espère que tout va bien se passer et qu'ils auront beaucoup de plaisir à faire du vélo ensemble. Maxime, lui, accueille ses amis à sa façon. Certains vont accompagner Loïc et Maxime sur cette première étape, longeant les canaux de Trélivan à Béton. Je prends quelques forces juste avant de donner les premiers coups de pédale du Maxi Tour. J'accompagne juste le départ, une dizaine ou vingtaine de kilomètres. Et donc nous on va aller jusqu'à Béton. La mauvaise toux de Loïc n'inquiète pas outre mesure l'intéressé lui-même, ni trop son entourage. J'avais un peu d'inquiétude par rapport à la santé du papa, mais ça y est, ça a l'air d'aller. Chaud bouillant. Chaud bouillant, j'ai les cuisses qui sont terribles. Là. Ça va péter le feu. C'est le rêve qui se réalise. Allez Maxime. C'est un départ émouvant, oui, après toutes ces préparations, mais je pense que là, le papa Loïc va être libéré. Cette fois, c'est parti. Il pédale dès qu'il peut, son père est toujours d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Sur le max défi, il réunit plein d'amis. Il chevauche son vélo, mouillant toujours son maillot. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y en a même qui disent qu'ils l'ont vu rouler. De son côté, Claudine, la maman de Maxime, au volant de son fourgon Vivaro, n'a pas droit aux voies vertes. C'est par la route qu'elle rejoindra les VTTistes pour leur apporter soutien et ravitaillement, avec tout de même quelques impératifs. D'être là à l'heure et en temps et en heure, au point précis. Ouais. Moi, j'ai une toute petite place pour mes affaires. Tout le reste, c'est que des trucs de vélo. Au terme de cette première étape, les propos de Loïc sont plutôt rassurants. Non, il n'y a plus qu'à. Hein, donc c'est parti, à la ligne de fête. C'est super, il fait bon. Il y a du monde à nous accompagner, c'est sympa, les gars de Trélivan et puis des amis. Les étapes suivantes s'enchaînent sans difficulté. Leur Tour de France est bien lancé.
Cette épopée sportive a aussi son côté touristique. Un parcours minutieusement préparé par Loïc pendant de longs mois explique aussi le bon déroulement des étapes. De nombreux adultes, mais aussi des enfants, accompagnent Loïc et Maxime avec leur vélo. Pour certains, le temps d'une étape, pour d'autres, sur quelques kilomètres seulement, mais tous partagent la passion de Maxime. Des échanges humains donc qui permettent à Loïc de parler de Maxime. Leur itinéraire les amène aussi sur des lieux qui ont marqué notre histoire. C'est surtout un grand élan de solidarité qui se manifeste autour de Maxime, avec tous ceux qui apportent leur soutien, qu'ils soient matériels, financiers ou humains. Des participants, très nombreux et de tous âges, accompagnent Maxime sur cette dernière étape. Et c'est à Pinguilly qu'ils terminent leur Tour de France héroïque, marquant le 20e anniversaire de la Maxime. Une aventure en tout cas qui comble père et fils, tant sur le plan humain que sportif. On le ramène différent, c'est un super ambassadeur pour la cause de la différence. Et puis donc ça on a réussi. Et puis si en plus il est épanoui et heureux, c'est merveilleux. Comme il n'attend que son propre bonheur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qui se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir, pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu rouler. Il est libre, Max, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu rouler. Pour réaliser ce type d'émission en direct, pas moins de 10 personnes sont nécessaires, tant sur le plateau qu'en régie. En amont, des vidéastes doivent aller tourner les reportages, faire les montages, préparer le conducteur, etc. Tout cela demande des volontaires, tous bénévoles. L'équipe est de plus en plus intergénérationnelle, avec des jeunes de 13-14 ans qui peuvent être cadreurs sur plateau par exemple. Appel est donc fait à tous ceux qui ont envie de rejoindre notre équipe. La formation se fait sur le tas, comme on dit couramment. Ainsi se termine notre émission de fin de saison. Bonnes vacances à tous et continuez à regarder nos reportages, même pendant l'été.